bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré à la gestion des arrêts de travail. Donc, c'est un webinaire qui est organisé par les CPM de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis Sabrina Bouizard, je suis chargée de la relation entreprise pour la CPM de Savoie. Et donc, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises à fiabiliser et dématérialiser la transmission des données à l'assurance maladie. Donc, ça va concerner notamment la transmission des déclarations d'accident du travail, les attestations de salaire, quel que soit le risque. Et donc, ce matin, je suis accompagnée de mes homologues, donc Dorian pour la CPM de l'Ardèche, Audrey et Marie pour la CPM de la Loire et Sylvia pour la Caisse de l'Ain. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à Bonjour. tous. Donc, comme vous le voyez, ce webinaire va durer à peu près 1 heure en moyenne. Donc, vos micros et caméras sont coupés, c'est normal. Mais vous avez bien sûr la possibilité de poser toutes vos questions sur le module Q&R, donc qui se situe juste en bas de votre écran, afin que nous puissions retrouver toutes vos questions et répondre soit en direct ou, le cas échéant, via une foire aux questions. Foire aux questions qui vous sera transmise avec le support de présentation au cours de la semaine prochaine. Et enfin, pour terminer sur les modalités pratiques, on vous propose un questionnaire qui vous sera soumis à la fin de cette présentation. Et on vous remercie par avance des réponses que vous nous apporterez. Donc, nous allons donc évoquer aujourd'hui comment optimiser la gestion de vos dossiers arrêt de travail. Le sommaire du jour, donc le signalement d'événements ou l'attestation de salaire, qui sont deux manières de faire parvenir les attestations de salaire à l'assurance maladie, en sachant que la gestion régulière des événements DSN, c'est quand même beaucoup plus simple pour l'employeur. Nous, on l'observe au sein des CPM, les données sont beaucoup plus fiables et les délais de traitement des dossiers sont plus courts, donc les paiements plus rapides. Ensuite, on vous présentera également les rejets les plus fréquents, donc ceux qu'on observe le plus souvent au sein de nos organismes. On vous donnera ensuite les bonnes pratiques à suivre pour optimiser justement l'envoi de vos signalements de DSN ou vos attestations de salaire. Comment déterminer le dernier jour de travail. La subrogation, on reviendra dessus. On a quand même pas mal d'erreurs là-dessus également. Quand et à quel moment je rétablis le salaire sur une attestation de salaire. Le temps partiel thérapeutique, donc on va revenir dessus. Donc, c'est un sujet qui est assez compliqué et on vous proposera 4 cas pratiques, 4 cas concrets, en tout cas les plus fréquents. Le suivi de vos dossiers qui reste évidemment un indispensable, hein. Et enfin, donc les doublons, pourquoi il faut éviter au maximum d'établir des doublons au niveau des attestations. L'ouverture des droits pour vos arrêts de travail qui sont supérieurs à 6 mois. En DSN, l'attestation est générée automatiquement, sans l'intervention préalable du gestionnaire. Et enfin, un point sur nos actualités avec le compte entreprise qui, à terme, deviendra le point d'entrée des services en ligne de l'assurance maladie et des risques professionnels. On vous propose, juste avant de démarrer, un tout petit sondage pour en savoir un peu plus sur votre situation. Donc, l'idée, c'est de savoir un peu comment vous pratiquez vos pratiques, connaître un petit peu vos pratiques, et notamment pour l'envoi des attestations de salaire. Est-ce que vous adressez des signalements d'arrêt de travail avec la norme DSN ou bien si vous utilisez encore le canal Net Entreprise et concrètement, ça veut dire que vous continuez à saisir vos attestations de salaire sur le portail netentreprise.fr. Donc, je vais lancer le sondage. C'est moche. Je n'ai pas la main sur le sondage. Est-ce que Audrey, tu peux le lancer, s'il te plaît? Bien sûr. Je te remercie. Ça y est, c'est lancé. Super. Merci. On va encore un peu. Ouais. C'est bon, tout le monde a répondu. 106. Il y en a encore quelques-unes qui arrivent.
Hop, allez, donc, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, le sondage. Les signalements DSN sont utilisés en fait par vous à 34% et il y en a 66% parmi vous qui ne l'utilisent pas. Oui, donc il y a encore Bien. pas mal d'établissements qui, en tout Oui. cas, centres hospitaliers et centres médicaux qui ne passent pas par le signalement DSN. Bon, bah, écoutez, ça va être l'occasion de revenir un petit peu sur l'intérêt de basculer sur le signalement d'arrêt de travail. Évidemment, il faut que pour cela, l'éditeur soit prêt. Donc, on va faire quelques rappels sur le signalement DSN et on passera ensuite sur la DSIJ Net Entreprise. Donc, le signalement d'arrêt en DSN, qu'est-ce que c'est? Concrètement, ça fait partie intégrante du processus DSN. À l'heure actuelle, vous faites déjà vos DSN mensuels tous les mois, donc depuis votre logiciel de paie. Et ce signalement va venir remplacer donc l'attestation de salaire que vous complétez à chaque fois sur Net Entreprise. Et ça va nous permettre, nous, ensuite, de déclencher le paiement des indemnités journalières, bien sûr, si les conditions d'ouverture de droit sont remplies par le salarié. Donc, ça concerne qui? Donc, ça concerne tous les salariés du secteur privé. Donc, ça fait déjà un petit moment que, voilà, pour les entreprises du secteur privé, les CEPAM reçoivent bien les signalements d'arrêt de travail DSN. Pour la fonction publique, on a également la fonction publique d'État, les collectivités territoriales qui ont démarré et quelques centres hospitaliers qui ont également démarré, mais ça va concerner essentiellement vos agents contractuels. Voilà, donc pour vos agents contractuels, vous pouvez normalement faire vos signalements d'arrêt de travail DSN. Pour les autres agents titulaires, ça ne marche pas encore. Les éditeurs ne sont pas forcément tous prêts. Et en plus de ça, c'est vrai que les données sont quand même un peu plus importantes et les organismes qui sont censés réceptionner ces données ne sont pas notamment prêts. Mais j'insiste sur le fait que pour les agents contractuels, c'est possible. Et après, tout dépend du nombre de salariés, enfin du volume de vos agents contractuels. Ça peut très vite devenir un réel gain de temps pour vos services RH. Donc, le signalement DSN, quel que soit le risque, donc que ce soit pour un motif maladie, maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle, vous allez le faire à quel moment? Eh bien, des réceptions d'un arrêt de travail initial, donc d'au moins un jour. Alors, un jour, ça peut surprendre. Il faut savoir que la CPAM, elle applique dans certains cas pas de délai de carence. C'est le cas notamment pour les arrêts en rapport avec une affection longue durée. Donc, on va appliquer la carence sur l'arrêt initial et pour les arrêts suivants. Dès lors que l'arrêt est toujours en rapport avec une affection longue durée, donc pour les arrêts suivants, on n'appliquera pas de délai de carence. À quel moment? Donc, à chaque changement de risque, donc, et ce, même si les risques s'enchaînent. Alors, pourquoi? Parce que si les salaires de référence ne sont pas forcément les mêmes. Vous avez par exemple un arrêt maladie. Donc, la CPM, elle va s'appuyer, elle va calculer l'indemnité journalière sur les salaires bruts. Et si par la suite, vous avez un congé maternité qui va débuter, qui s'enchaîne, hein, qui fait suite directement après l'arrêt maladie, donc les salaires qui serviront au calcul du congé maternité, ce sont les salaires bruts réduits du taux forfaitaire de 21%. Voilà. Et enfin, pour chaque période de fractionnement de congé paternité, donc vous savez tous que maintenant les papas peuvent fractionner leur congé paternité jusqu'à 3 périodes. Et à chaque fois que ce salarié demandera une période, il faudra donc émettre un signalement d'arrêt de travail DSN. Rappel du délai pour réaliser un signalement d'événement. Donc, lorsque vous n'appliquez pas la subrogation, vous disposez d'un délai de 5 jours qui suivent l'arrêt de travail. Et c'est vrai que le non-respect de ces délais, ça vient fragiliser forcément les revenus du salarié. Et donc, ça peut aussi générer de l'incompréhension de sa part, des réclamations et ça peut complexifier, je dirais, la gestion comptable. Et enfin, lorsque vous subrogez, vous avez deux possibilités. Soit vous envoyez vos signalements d'arrêt DSN au fur et à mesure, au fil de l'eau, à chaque fois que vous les recevez, ou alors vous avez la possibilité de les envoyer en même temps que vos DSN mensuels, donc le 5 ou le 15 selon vos échéances réglementaires. À noter que si vous avez par la suite, hein, lorsque vous recevrez les prolongations d'arrêt,
vous n'aurez pas besoin de transmettre un nouveau signalement d'événement. Tout simplement, ce que vous ferez, c'est enregistrer l'arrêt de travail dans votre logiciel de paye, et puis c'est tout. Donc, l'intérêt de la DSN, donc je le disais tout à l'heure, vous passez déjà par le logiciel de paye, hein, tous les mois, vous travaillez avec votre logiciel de paye, vous envoyez vos DSN mensuels, et la DSN mensuelle, elle véhicule les informations liées à l'activité du salarié dans l'entreprise. Donc, ces données, elles sont ensuite transmises aux différents organismes de protection sociale, donc l'URSSAF, ça peut être la CNAM, la DGFiP notamment. Et donc, les données qui sont portées par la DSN mensuelle sont notamment les informations liées au contrat de travail, les rémunérations perçues, les primes reçues, les arrêts de travail, les caisses de prévoyance, etc. Donc, ces données, elles alimentent tous les mois le dossier administratif du salarié, notamment le compte retraite des salariés pour la CARSAT. Et en ce qui concerne la CPAM, certaines de ces données vont servir à reconstituer les attestations de salaire. Donc, ce qui va être pratique avec le signalement d'arrêt de travail, c'est que vous n'aurez plus à saisir les éléments de salaire. Vous aurez simplement à indiquer la date de dernier jour de travail, le risque, donc si c'est un arrêt maladie, maternité ou autre, indiquer une date de fin prévisionnelle de l'arrêt, et puis ensuite vous envoyez votre flux comme vous le faites à l'heure actuelle sur vos DSN mensuels, tout simplement. Et donc, concrètement, vous n'avez plus de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer. Idem pour les salaires établis, hein, là, il n'y aura plus besoin de les saisir, comme vous le faites à l'heure actuelle sur notre entreprise. Les périodes de congé paternité, ça c'est le petit plus, je dirais l'avantage aussi du signalement d'arrêt de travail en DSN, c'est que les périodes de congé, de fractionnement, elles sont ponctionnées, elles sont récupérées directement dans votre flux. Alors qu'à l'heure actuelle, quand vous avez un congé paternité, vous devez donc envoyer l'attestation de salaire, mais parallèlement, envoyer les périodes de fractionnement. Donc en DSN, vous n'aurez plus l'envoi des périodes qui sera nécessaire. Donc c'est rapide, forcément, vous gagnez du temps. Les données, elles sont beaucoup plus fiables. Nous, on le constate au sein de nos organismes, on a un taux d'erreur qui est 4 fois moins élevé que les attestations de salaire sur Net Entreprise. Donc, concrètement, ça veut dire que par la suite, vous serez moins sollicité par l'assurance maladie, moins d'attestations rectificatives à établir par les équipes gestionnaires. Ensuite, pour l'attestation de salaire sur Net Entreprise, donc quand vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé de passer par Net Entreprise, donc même principe que pour le signalement DSN, vous devez envoyer l'attestation des réceptions d'un arrêt de travail initial d'au moins un jour à chaque changement de risque. Donc, un arrêt maladie, par exemple, suivi d'un congé maternité, et puis par la suite, pourquoi pas un nouvel arrêt maladie. Donc, à chaque fois, vous devez envoyer une attestation. Et pour chaque période de congé de fractionnement, congé paternité. Alors, comme vous le savez certainement, la saisie DSIJ sur notre entreprise, c'est une saisie qui reste manuelle. Donc, voilà, vous allez saisir votre formulaire informatique. 8 étapes au total. Donc, les risques d'erreur plus élevés par rapport au signalement d'événements arrêt de travail DSN. Alors, parfois, même quand vous êtes dans le dispositif DSN, vous n'avez pas d'autre solution. Vous êtes quand même obligé de passer par Net Entreprise. C'est le cas pour les temps partiels thérapeutiques. À l'heure actuelle, il n'est pas remplacé par la DSN. Autre cas de figure, lorsque vous recevez un compte-rendu métier de l'assurance maladie, on vous dit par exemple qu'il y a une anomalie sur le salaire établi. Donc, ce que vous allez faire, c'est dans un premier temps, réaliser une attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise, donc en rétablissant les salaires erronés. Et dans un second temps, quand ceux qui sont déjà en DSN, hein, je parle de ces entreprises-là, prévenir quand même votre éditeur de logiciel qui a une erreur de paramétrage qui a été constatée par l'assurance maladie pour que derrière, vous puissiez effectuer les correctifs.
Donc, le temps partiel thérapeutique, je l'ai dit, les travaux sont encore en cours, hein. La Caisse nationale et le GIP, enfin, le groupe Net Entreprise travaillent encore là-dessus avec les éditeurs de logiciels. Ils sont également associés à ce groupe de travail pour, eh ben, on l'espère, voir arriver le temps partiel thérapeutique sous la norme DSM d'ici l'année prochaine. Mais bon, pour le moment, on n'a pas encore de date officielle. Donc, avec ou sans subrogation, vous devez donc réaliser l'attestation de salaire en saisissant toutes les données une à une, 8 étapes. Vous suivez les comptes rendus métiers, soit par mail après la saisie de votre attestation. Le mail, c'est celui qui est paramétré sur votre profil Net Entreprise. Si par exemple, vous utilisez le profil d'une collègue ou d'un collègue et que l'adresse mail qui est paramétrée, c'est celui du collègue, vous ne serez pas destinataire des comptes rendus de l'assurance maladie. Donc après, c'est voir comment, soit il vous les route ou alors, dans ce cas-là, demander à ce qu'on vous crée un profil personnel sur Net Entreprise. C'est quand même beaucoup plus simple. Vous gérez, vous avez vos propres identifiants et donc vous recevrez sur vos boîtes mail ensuite les comptes rendus métiers. Vérifiez également les données saisies, la date de dernier jour de travail et la subrogation. On va revenir en détail un petit peu plus loin dans la présentation. À faire le plus vite possible, hein, dès que vous recevez le volet 3 de l'arrêt de travail de la part du salarié. Et dans les 48 heures suivant la réception de l'arrêt de travail. Et enfin, si vous gérez seul sans l'aide de votre logiciel. Est-ce qu'on a des questions sur le sujet? Ou bien, Il y a une question, Sabrina, tu avais déjà expliqué tout à l'heure pourquoi déclarer sur méthode et un jour alors qu'il y a une carence de 3 jours. Si tu veux faire un oui, rappel. oui, c'est ce que je disais. En fait, vous avez des cas de figure où l'assurance maladie n'applique pas de carence. C'est le cas notamment lorsque les arrêts de travail sont en rapport avec une affection longue durée. Donc, la carence, on va l'appliquer la première fois hein, quand on reçoit un arrêt de travail en rapport avec une affection longue durée. Si 3 mois plus tard, le salarié est de nouveau en arrêt de travail pour la même affection longue durée, on n'appliquera pas de carence. D'où l'importance d'envoyer systématiquement donc, une attestation ou un signalement d'arrêt de travail dès que vous avez un arrêt, même si c'est si c'est moins de 3 jours en tout cas. Il y a une question qui est importante, entre guillemets, c'est sur la saisie manuelle. Doit-on reprendre en proratisant une prime annuelle? Alors, quand vous le faites en DSN, ça va se faire automatiquement, mais quand vous passez donc par Net Entreprise, pour rappel, quand c'est donc au titre de la maladie, maternité, paternité, vous allez prendre vos 3 mois de référence. Si la prime annuelle, elle est versée sur l'un de ces 3 mois, elle est à mettre en intégralité, puisqu'on prend les sommes qui sont réellement perçues au niveau des salaires. Il y a en accident de travail ou maladie professionnelle, quand vous allez saisir l'attestation, vous avez un encart qui s'appelle prime, rappel et accessoires. Vous allez indiquer la dernière prime qui est servie, donc vous allez mettre par exemple la prime annuelle en mettant la période de référence à laquelle elle se rattache. Donc si elle est versée au mois de décembre et qu'elle correspond à la période de janvier à décembre, vous l'indiquez telle quelle et ce sera directement proratisé par le système quand on recevra nous l'attestation. Voilà. Et là, il y a une question, qu'est-ce que DSIJ? DSIJ, c'est lorsque vous saisissez les attestations directement via Net Entreprise en saisie manuelle. Et pour le moment, non, il n'est pas prévu qu'il y ait un archivage des attestations de salaire. Parce que vous passez par DSIJ. Voilà. Bon, à terme, l'idée, c'est plutôt de supprimer le DSIJ et de le enfin, et après de faire en sorte que tout passe par les logiciels de paye avec la norme DSM. Ensuite, J'allais dire, j'en prends une là, sur l'accident de travail et puis après, j'irai sur les rejets. Lors d'un accident de travail, devons-nous établir une attestation de salaire accident de travail ou établir une attestation maladie ordinaire dans l'attente de la reconnaissance de l'accident par la CPAM? Alors, lorsque vous passez par les signalements DSN, l'avantage, c'est que vous allez faire un signalement DSN accident de travail et nous, en parallèle, nous allons recevoir et l'attestation en AT et l'attestation en maladie. C'est transparent pour vous, mais nous, on reçoit les deux attestations, ce qui nous permet de débloquer des indemnités journalières au titre de la maladie en attendant la reconnaissance.
Lorsque vous passez par Net Entreprise, effectivement, il est préférable de saisir les 2 attestations avec les 2 risques le temps de la reconnaissance de l'accident. Surtout si vous ne pratiquez pas la subrogation parce qu'on doit verser les indemnités à votre salarié. Voilà. Je passe sur l'état projet, on reviendra sur base des questions un petit peu à la fin. Est-ce que ça va tout le monde? Oui, Audrey. Ouais, allez. Oui, il faut Alors là, avancer. on va voir ensemble, ça va un petit peu peut-être répondre déjà un peu à vos questions, les différents types de rejets qu'on reçoit au niveau de l'assurance maladie. Donc sur la diapo suivante, on va voir, donc il y en a 4 principaux. On va avoir des signalements d'arrêt, donc qui sont faits par la DSN, ou des attestations de salaire qui sont faites sur Net Entreprise, qui ne vont pas respecter l'ordre chronologique des types d'absence de votre salarié. Donc c'est vrai qu'il faut bien respecter la chronologie des absences de tous vos salariés parce qu'on doit indemniser, nous, dans l'ordre. Il y a également un problème récurrent sur le dernier jour de travail qui peut être erroné, donc c'est-à-dire qui ne correspond pas avec l'absence de votre salarié, ou des salaires qui sont incohérents avec ce qu'on a reçu nous dans nos bases de données sur des arrêts précédents. Donc il y a une vigilance à avoir là-dessus. Il va y également avoir des rejets sur des absences de période à temps partiel avec la perte de salaire, c'est-à-dire que vous allez avoir fait les attestations pour les arrêts à temps complet, mais que vous allez oublier de nous faire parvenir les attestations temps partiel thérapeutiques avec la perte de salaire correspondante. Et enfin, en grand type de rejet, ça va être l'absence de période de congé paternité. Donc pour ceux qui passent par le signalement DSN, il faut bien enregistrer dans votre logiciel de paye la date de fin prévisionnelle de la période de congé qui est prise par votre salarié. Et pour les employeurs parmi vous qui passent par Net Entreprise, vous devez bien saisir les périodes de congé dans le compte entreprise. Si on ne reçoit pas les périodes, c'est vrai que l'indemnisation ne pourra pas se faire. À titre indicatif, c'est vrai que si tous ces critères ne sont pas respectés, le délai d'indemnisation va être multiplié à minima par 2. Donc c'est vrai qu'on insiste beaucoup là-dessus, d'avoir des points de vigilance sur ces thématiques-là afin qu'on puisse payer le plus rapidement possible. Donc sur les diapos suivantes, on vous a mis les bonnes pratiques, c'est-à-dire les points de vigilance que vous devez avoir lorsque vous faites soit un signalement, soit une saisie sur Net Entreprise. Donc il y a 6 points de vigilance. Il y a tout d'abord la subrogation. Donc on vous conseille fortement d'indiquer les dates maximales de votre convention collective ou de votre accord de travail. Ne vous limitez surtout pas aux dates que vous avez sur la première prescription d'arrêt de travail de votre salarié. Indiquez bien la date maximale de la convention. Si votre salarié a des prolongations, cela va vous éviter de nous faire parvenir des attestations annulées et remplaces ou des rectificatives. Donc, toujours mettre la date la plus loin possible. Je l'expliquais un peu avant, le dernier jour de travail. Donc, ça va être la veille de l'arrêt de travail si votre salarié n'a pas travaillé le jour de l'arrêt. Donc, ça peut être un dimanche, ça peut être un jour férié, ça peut être un jour de congé payé. On va vous les expliquer sur les diapos suivantes. Ma collègue va développer tout ça. Concernant l'arrêt de travail qui va dépasser les 6 mois, vous devez bien nous transmettre une attestation de salaire de plus de 6 mois à saisir sur Net Entreprise. Pour ceux qui passent par les signalements DSN, elle va nous être envoyée automatiquement. En cas de prolongation d'arrêt de travail, pour rappel, on a besoin que d'une seule attestation pour payer l'arrêt initial et toutes les prolongations qui vont en découler. Donc, si vous nous avez bien envoyé la première attestation, il est inutile et fortement déconseillé de nous faire parvenir une attestation de salaire à chaque prolongation que vous allez recevoir. Nous, on va continuer l'indemnisation à partir du moment où on recevra les prolongations de votre salarié. Concernant la reprise de travail anticipé, donc le 5e point de vigilance, c'est si votre salarié reprend avant la date de fin prévue de son arrêt de travail. Donc là, vous devez nous saisir une attestation de reprise anticipée sur Net Entreprise dans les 5 jours qui suivent la reprise effective. Plus vous nous l'envoyez tôt, mieux c'est, parce qu'on peut mettre à jour le dossier de votre salarié et cela évite qu'on paye à tort des indemnités journalières, ce qui va générer après des indus auprès de vous si vous avez fait la subrogation ou auprès de votre salarié s'il n'y avait pas de subro. Donc dès que vous avez connaissance d'une reprise anticipée, il faut le signaler le plus vite possible. Et enfin, le dernier point de vigilance, ça va être concernant la nouvelle embauche. Donc pour les employeurs qui passent par Net Entreprise,
Si votre salarié est arrivé dans l'entreprise dans les 3 mois de référence, par exemple, sur une attestation de salaire maladie, vous allez rétablir le salaire uniquement sur le mois de l'embauche. Donc ça, c'est un rappel, mais Net Entreprise vous le paramètre assez bien. Donc voilà concernant les points de vigilance. Est-ce qu'on a eu des questions là-dessus? Parce que du coup, j'ai pas suivi. Non, pas forcément. Pas sur ces thématiques-là de Non. rejet et d'attestation. Et bien Non. à ce moment-là, je te laisse suivre sur le dernier jour de travail, c'est ça? Allez, c'est ça, Audrey, Ok, merci. ça marche. Et puis, concernant les questions, on a abordé quelques-unes à la fin de notre présentation aussi. Et puis, vous aurez une fac qui reprendra certaines questions et nos réponses. Donc, eh bien, comme vous a expliqué Audrey, le dernier jour de travail fait partie de notre top rejet. Donc, c'est pour ça qu'on va le détailler. Et c'est un point, vous devez être très vigilant. Pourquoi? Parce que vous soyez en saisie manuelle de votre attestation sur Net Entreprise, ou alors, si vous êtes dans votre logiciel de paye pour faire votre signalement, le dernier jour de travail, vous devez l'indiquer. Donc, il faut être très vigilant. Donc, déjà, d'ordre général, le dernier jour de travail, il correspond donc à la veille de la date de début de la prescription d'un arrêt de travail. C'est-à-dire que votre salarié vous donne une prescription avec une absence au 15 février, qui est un lundi. Eh bien, dans ce cas, le dernier jour de travail, même si la veille, c'est un dimanche, il restera bien le 14 février. Voilà, si l'arrêt est le lundi 15. Et toute journée de travail commencée, elle est due par l'employeur. Donc, lorsque le salarié se voit prescrire un arrêt de travail un jour où ce dernier il a travaillé, donc c'est-à-dire par exemple sur l'exemple on a mis sur la diapo, votre salarié il a travaillé le 15 février, eh bien il va voir son médecin en fin de journée de travail. Le médecin lui prescrit un arrêt le jour même, le 15 février. Dans ce cas, l'arrêt est bien le 15 février, le jour où il a travaillé, puisque c'est normal. Donc là, c'est pour le point d'ordre général. On va voir maintenant si le dernier jour de travail d'un arrêt tombe pendant une période de congé ou d'absence autorisée. Donc, le dernier jour de travail est égal à la veille de la prescription. Donc, on va dire DJT quand on parle de dernier jour de travail dans ce webinaire. Donc, la règle est applicable aux situations suivantes que vous voyez sur l'écran. Si votre salarié il est en arrêt et la veille, c'était un congé payé, le DJT est aussi le jour du congé payé. Ça peut être aussi le congé pour événement familial, lorsqu'il a des épargne-temps, pardon, une journée de solidarité, un jour férié, chômé payé. Enfin, voilà, vous avez la liste sur l'écran. Vous aurez de toute façon le diapo, donc le support, pardon. Donc, si vous voulez les revoir, les motifs, vous l'aurez avec vous dès la semaine prochaine. Donc là, pour l'exemple d'un salarié en congé payé du 3 au 20 mai, par exemple, votre salarié, eh bien, pendant ses congés, il se casse la jambe. Donc, il va aller voir un médecin. Il aura une prescription le 12 mai, pendant son congé payé, pendant sa période de congé payé. Eh bien, vous, lorsque votre salarié va vous donner sa prescription d'arrêt de travail, vous allez nous faire une attestation de salaire avec un dernier jour travaillé la veille de son arrêt, le 11 mai, même si c'était une période de congé payé. Donc, un rappel pour les prescriptions d'arrêt de travail qui interviennent pendant une période de congé sans solde. Donc, celles-ci ne sont pas indemnisables par l'assurance maladie. Voilà, ça c'est un petit cas particulier. Donc maintenant, on va voir le cas du dernier jour de travail en cas d'accident de travail. Donc, le jour de l'accident de travail, de trajet, même si le salarié n'a pas débuté sa journée de travail, il faut retenir que cette journée, elle est toujours prise en charge par l'employeur. Et toute journée de travail qui a débuté est à prendre en compte pour le dernier jour de travail, même si la journée n'est pas terminée par le salarié. On va détailler certains exemples. Donc, un accident de travail qui intervient le 12 juin et le salarié vous fournit un certificat médical d'arrêt daté du 12 juin, du jour de l'AT. Eh bien, le dernier jour de travail est la date du jour de l'AT, le 12 juin. Dans le deuxième exemple, si le salarié a un accident de travail, toujours le 12 juin, donc ici vous signale son accident de travail, mais il n'est pas en arrêt. Il va continuer à travailler
le 12 et le 13 juin, et puis il va pas très bien, il voit son médecin et il lui fournit un certificat donc d'arrêt à compter du 14 juin. Et bien dans ce cas, le dernier jour de travail, il correspond au DJT réel, c'est-à-dire la veille de son arrêt, le 13 juin, puisqu'il vous fournit une prescription d'arrêt au 14 juin liée à son accident. Et le dernier cas, donc c'est un cas qui souvent relève des questions de votre part, car le salarié, il a un accident de travail donc le 12 juin, mais c'est un accident de trajet. C'est-à-dire que c'est le matin, en partant de la maison pour aller au travail. Et donc, il n'a pas débuté de journée travaillée chez vous, mais malgré tout, son dernier jour de travail est le 12 juin, puisque c'est une journée de travail qui a débuté, même s'il n'a pas été encore sur son lieu de travail. Donc, à retenir aussi, si l'accident de travail a lieu le dernier jour calendaire du mois, c'est-à-dire le 30 juin, dans cet exemple, donc il convient bien de prendre le mois de juin comme référence, puisque le mois, il est complet, vu que l'accident a lieu le 30. Voilà, ça c'était une petite chose à savoir et à retenir. Maintenant, on va voir le dernier jour de travail qui vous pose souvent des questions concernant le temps partiel thérapeutique. Alors, on vous a mis plusieurs exemples. Donc, le salarié, il a un arrêt de temps plein, donc du 7 septembre au 14 décembre. Donc là, le support, vous l'aurez, vous pourrez le revoir parce qu'on va avoir plusieurs points. Donc, un arrêt temps plein du 7 septembre au 14 décembre. Et votre salarié ne reprend pas immédiatement, il va reprendre en temps partiel thérapeutique à la suite de son arrêt du 15 décembre au 31 décembre. Et d'ailleurs, peut-être que son temps partiel thérapeutique durera plus que le mois de décembre, peut-être 3 mois. Il enchaînera peut-être jusqu'en février. Eh bien, l'attestation de salaire pour l'arrêt temps plein, donc, est la veille, c'est-à-dire le 6 septembre, puisque l'arrêt temps plein a commencé le 7 septembre. Il enchaîne à la suite avec son temps partiel le 15 décembre. Eh bien, le DJT, pour les temps partiels qui suivront cet arrêt temps plein, puisqu'il n'y a pas de reprise de travail normale, eh bien, sera toujours le 6 septembre pour toutes les attestations de salaire qui suivront l'arrêt temps plein pour les temps partiels thérapeutiques. Et alors, sur l'exemple d'en dessous, là, on a toujours un arrêt temps plein, le même exemple qu'au-dessus, du 7 septembre au 14 décembre. Donc, pour cette attestation-là, le DJT, il est le 6 septembre comme au-dessus. Votre salarié, il a un temps partiel, on lui a prescrit du 15 décembre au 31 à la suite. Donc là, le DJT est toujours le 6 septembre. Mais alors, attention, il retourne en arrêt de travail au 1er janvier. Et bien là, pour l'arrêt de travail temps plein du 1er janvier au 10 janvier, le DJT change puisqu'il y a un nouvel arrêt à temps plein et il est le 31 décembre, la veille de l'arrêt temps plein. Et le dernier exemple que l'on voit de plus en plus, puisque c'est quelque chose qui est autorisé depuis quelques années, votre salarié, il a une période de travail et on alla voir son médecin, il a une prescription en temps partiel thérapeutique de suite. Donc, il travaille du 1er au 14 décembre et il vous apporte un temps partiel thérapeutique à compter du 15 décembre. Et bien, dans ce cas-là, vous devez faire une attestation de salaire avec un dernier jour de travail qui sera la veille du temps partiel thérapeutique, le 14 décembre. C'est vrai que tout ce qu'on vous explique là, ça peut vous paraître pas simple, mais il faut être très attentif parce que vraiment, c'est le top de nos rejets, les DJT. Donc, on ne cessera jamais de vous répéter, d'être très vigilant et quitte à reprendre les exemples lorsque vous avez un doute. Et donc, le dernier cas qu'on vous a présenté, c'est le dernier jour de travail en cas de paternité. Puisque l'exemple, le bébé, il naît le lundi 11 décembre, dans la soirée. Donc, vous, en tant qu'employeur, vous allez donner à votre salarié les 3 jours de naissance qui sont payés par l'employeur. Donc, l'enfant est né le 11, donc les 3 jours vont être le 12, le 13 et le 14. Et votre salarié, pour qu'il ait le droit à la totalité de son congé paternité, il a l'obligation de prendre au moins les 4 jours obligatoires, donc payés par la CPM, s'il veut après ensuite bénéficier à d'autres périodes de fractionnement, s'il les fractionne par la suite. Et bien là, le dernier jour de travail, et là on a souvent des erreurs, donc soyez très vigilants,
c'est toujours la veille de la période CEPAM des 4 jours. C'est-à-dire, pour ce cas-là, ce sera le 14 décembre, puisque cette journée, elle est payée par l'employeur. Donc, même si votre salarié n'a pas travaillé, c'était des jours payés, donc c'est toujours la veille CEPAM. Et si votre salarié, il va prendre le reste de son congé paternité sur 2 autres périodes, il faut bien retenir que pour les 2 autres périodes, si par exemple là, il reprend une première période, je dis au hasard, hein, peut-être mes dates sont mauvaises, mais du 1er février puisqu'il a 6 mois hein, pour prendre le reste de son fractionnement, du 1er février au 15 février. Et bien là, le DJT, pour son autre période, sera la veille, donc le 31 janvier. Voilà, donc toujours la veille des périodes CEPAM. Ensuite, on vous a fait un petit quiz pour voir si vous avez bien enregistré, bien compris la notion du DJT. Donc, Audrey, je vais te laisser faire apparaître le quiz et je vais vous laisser tous répondre à ces quelques questions. Il y en a 4 pour voir si déjà les choses ont été assimilées. Allez, je viens de le lancer. Super, merci. Alors, je vous laisse quelques minutes, hein, vous avez 4 questions, donc je vous laisse le temps d'y répondre. Et ensuite, on corrigera. Est-ce que tu vois, toi, Audrey, s'il y a eu des réponses sur le quiz? C'est en cours là pour le moment, parce qu'il faut leur laisser D'accord. bien les questions, elles sont un peu longues certaines, mais Ouais. oui, c'est en train. D'accord, parce que comme moi, ça n'apparaît pas. Ok, donc Je te dirai. Et je devrais pouvoir le partager à la fin si tu veux. super. Alors attention, il y a des petites questions pièges, hein, on a fait exprès. J'en profite juste pour vous rappeler de bien poser vos questions dans l'onglet questions et réponses, un Q&R, plutôt que de passer par le chat, s'il vous plaît, parce que du coup, c'est plus simple pour nous pour vous répondre dans l'onglet questions et réponses. Alors, on va mettre fin au sondage, Audrey, et puis Ah on non, va c'est voir les... encore en train de répondre. Attends, laisse-la répondre. Je te dirai, ouais, ça charge encore. Après, vous allez être imbattable sur le DJT. Ah, mais c'est bien parce que pratiquement tout le monde répond. Là, j'attends de voir. D'ailleurs, c'est vrai qu'en attendant, si parfois vous avez des doutes sur le DJT, par exemple, pour compléter une attestation ou pour compléter votre logiciel de paye hein, lorsque vous faites votre signalement, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers, vos chargés d'entreprise de votre département par mail ou alors contacter le 3679 pour éviter justement les erreurs quand vraiment vous avez un doute sur une notion comme ça. Hein. Moi, je pense qu'on peut vous accompagner après en individuel lorsque vous avez vraiment de grosses difficultés sur des points. Allez, je laisse encore quelques secondes pour les dernières questions. On a déjà un bon taux de participation. Allez. Alors, je partage les résultats. Est-ce que vous les voyez? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Oui. Oui. Alors, on va... Alors, attends, Je peux les mettre en plus grand si j'y arrive. Est-ce que ça va comme ça? moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je vois plus, c'est pas grave. Tu peux le faire réapparaître ou pas, non? Normalement, il y est. Bon, bah, moi, je le vois plus, c'est pas grave. Donc, je ne verrai pas les résultats. Audrey, tu pourras peut-être les donner pour la première question. Oui, alors la première question, vous avez le dernier jour de travail à renseigner sur l'attestation de salaire se situe toujours la veille d'une prescription. Une prescription, pardon, d'arrêt de travail. Alors, on a 40% qui ont répondu vrai et 60, si j'arrondis, qui ont répondu faux.
C'est le petit piège, ça, hein. C'était le piège. C'est bien faux. Donc, c'est majoritairement la veille de la prescription d'arrêt de travail. Mais si votre salarié a travaillé le jour de la prescription de repos, que ce soit le matin, la journée complète ou même quelques heures, ce sera cette journée-là. Donc, ça rejoint une question qui est revenue souvent. Si le salarié n'a pas fini sa journée de travail, et ben, c'est quand même ce dernier jour qu'il faut indiquer. Après, à voir en fonction de votre convention collective ou des accords que vous avez chez vous pour la validation de la fin de sa journée. Est-ce que c'est de l'absence sans solde? Est-ce que c'est de la pause d'heure de congé ou autre? Mais votre dernier jour de travail, ce sera bien celui-là. Je vais reprendre la suite, du coup. Tu le vois, c'est bon? Ouais. Allez. Dans le cadre d'un accident de travail, le dernier jour de travail sera identique à la date de l'accident. Eh bien, c'est vrai. Donc là, alors par contre, j'ai pas le résultat, Audrey. Je vois juste le quiz. 49% ont répondu vrai et 51% ont répondu faux. Merci Dorian. Donc là aussi, bah, ça faut être vigilant, hein. Donc là, dans le cadre de l'accident de travail, eh bien, comme je vous l'ai expliqué plus haut dans la présentation, le DJT, eh bien, la date de l'accident, sauf le cas exceptionnel où le salarié a eu un accident, il l'a déclaré, mais qu'il n'a pas repris, il n'a pas été en arrêt, pardon, et il a continué à travailler. Donc là, ça ne serait pas le jour de l'accident. Donc attention. En cas de temps partiel, j'indique le même DJT à la fois sur l'attestation de salaire de l'arrêt de travail à temps complet et présent le temps partiel, et sur l'attestation indiquant la perte de salaire dans le cadre du temps partiel thérapeutique. Eh bien là aussi, c'était vrai. Donc, comment ont répondu nos participants? Plutôt bien, puisqu'on a 75% de bonnes réponses et Ah, ça, 25% de mauvaises réponses. on était plutôt à la fin de la présentation, donc les souvenirs étaient plus... Donc là aussi, attention, hein, c'est bien le même DJT lorsqu'il y a un temps partiel qui suit un arrêt temps plein. Et lorsqu'il y a une journée de congé payé, peut-elle être un DJT? Eh bien oui, puisque dans la liste de tous les cas qu'on a vus sur la veille du DJT, le congé payé fait partie de ceux qui sont bien dans la liste des jours qui concernent la veille des DJT. Voilà. Maintenant, on va... 92% de bonnes réponses. Combien tu m'as dit, Sabrina? 92% sur cette dernière question de bonnes réponses. Bah, c'est chouette, ça. C'est bien assimilé. Voilà. Du coup, on va enchaîner avec la suite. Oui, c'est moi qui prends la suite. Je voulais juste revenir, je me suis trompée de bouton quand j'ai voulu répondre à une question posée par une personne. C'est la question sur le congé paternité. Nous comptons en jours ouvrables les 3 jours naissance, puis en jours calendaires le congé paternité. Oui, c'est bien la bonne réponse. Les jours naissance sont bien en jours ouvrables. Et ensuite, les indemnités journalières sont en jours calendaires. Voilà. Jour ouvrable, ça veut dire qu'on ne compte pas les dimanches et les jours fériés. Et jour calendaire, c'est tous les jours de la semaine. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler donc de la subrogation, hein. Tout à l'heure, Audrey, elle vous en a parlé déjà un petit peu. Donc, la subrogation, qui est un point de vigilance important hein, lorsque vous allez remplir votre attestation de salaire. Donc, concernant les dates de subrogation que vous devez indiquer sur l'attestation de salaire, on vous conseille, comme l'a dit tout à l'heure Audrey, toujours de ne pas limiter la subrogation aux dates de l'arrêt de travail, mais d'indiquer la période maximale qui est prévue dans votre convention collective. Pourquoi? Donc, pour éviter, donc, en cas de prolongation de l'arrêt, de verser à tort les indemnités journalières à votre salarié. En cas de changement de risque, vous devez, on l'a dit également tout à l'heure, réaliser une nouvelle attestation de salaire avec le nouveau risque. Donc, c'est important de refaire une déclaration car les conventions collectives ne subrogent pas tous les risques de la même manière, hein. Par exemple, vous pouvez avoir une convention collective qui permette la subrogation pour le risque accident du travail, mais pas forcément pour le risque maladie. Et puis, attention aussi, en cas d'enchaînement arrêt temps plein et temps partiel thérapeutique, hein, certaines conventions prévoient la subrogation de l'arrêt à temps plein, mais pas forcément celle de l'arrêt à temps partiel.
Donc voilà, en tous les cas, soyez vigilants lors du remplissage de la période de subrogation qui peut donc avoir des incidences financières et une interruption du versement des indemnités journalières le cas échéant. Vous avez oublié d'indiquer la date de subrogation sur votre attestation de salaire. Vous avez limité la subrogation aux dates du premier arrêt de travail. Que devez-vous faire? Donc, vous devez impérativement transmettre une attestation rectificative pour corriger les dates de subrogation. La CEPAM va régulariser ou pas en fonction de la date d'envoi de cette attestation rectificative. Donc là, on vous a mis 3 exemples. Le premier exemple, donc là, l'employeur a envoyé l'attestation le 5 janvier 2024 pour un arrêt du 1er janvier au 31 janvier. La CEPAM a payé le 2 février et on reçoit une attestation rectificative le 3 février. Et ben dans ce cas-là, la CEPAM ne va pas régulariser puisque l'envoi de l'attestation rectificative, elle est arrivée après la période de l'arrêt et la date de paiement. Donc là, on va estimer qu'on a bien payé, que la CEPAM a payé conformément à la déclaration. Ensuite, le deuxième exemple, donc là, l'employeur envoie donc l'attestation le 5 janvier pour un arrêt du 1er janvier au 10 janvier. La CEPAM va payer le 11 janvier et entre-temps, on a reçu une attestation rectificative le 6 janvier. Donc là, l'attestation rectificative, elle est arrivée donc avant le paiement des indemnités journalières. Et donc là, la CEPAM va régulariser la période du 1er janvier au 10 janvier. Et donc, c'est-à-dire qu'elle va faire un indu à votre salarié et on va repayer les IJ donc, à l'employeur. Et puis, le troisième exemple, donc là, l'employeur envoie l'attestation le 5 janvier pour un arrêt du 1er au 10. La CEPAM fait un premier paiement le 5 janvier, puis un deuxième paiement le 11 janvier, et on a reçu une attestation rectificative le 6 janvier. Et bien là, on ne va pas pouvoir donc régulariser la première période du 1er janvier au 4 janvier, hein, puisque l'attestation rectificative est arrivée après la date du premier paiement. En revanche, on va bien régulariser la période du 6 janvier au 10 janvier, puisque on a reçu l'attestation rectificative avant la date du deuxième paiement. Donc, bon, vous avez bien compris, hein, donc si vous vous trompez, vous devez envoyer très rapidement une attestation rectificative. Ensuite, chapitre 6, on va voir les salaires rétablis. Donc là aussi, hein, les salaires établis sont très, très importants puisque ça va déterminer le montant de l'indemnité journalière. Donc là, lorsque la période de référence est incomplète du fait d'une absence autorisée, donc qu'est-ce qu'on entend par absence autorisée, hein? Ça peut être la maladie, un congé payé, ça peut être également une journée de grève, par exemple. Donc dans ce cas-là, l'employeur doit renseigner un salaire rétabli. Qu'est-ce qu'on appelle un salaire établi? C'est le salaire soumis à cotisation reconstitué sur la base du temps de travail prévu par le contrat de travail du salarié. Donc, en dessous, on vous a mis un exemple d'attestation de salaire. Donc là, dans la colonne salaire, vous devez indiquer les salaires bruts. Ensuite, motif de l'absence, vous devez indiquer le nombre d'heures réellement effectuées. Ensuite, le nombre prévu au contrat de travail et le salaire établi, c'est-à-dire le salaire que votre salarié aurait perçu s'il avait travaillé normalement. Attention, hein, vous devez, comment dire, quand vous indiquez, quand vous remplissez votre attestation de salaire, les heures réelles doivent être inférieures aux heures du contrat de travail et le salaire établi doit être supérieur au salaire brut. Si jamais, par exemple, vous indiquez un salaire établi inférieur au salaire brut, votre attestation sera automatiquement rejetée. Et puis, dernière information, donc en cas de nouvelle embauche, seul le mois de l'embauche est rétabli. Et puis, si votre salarié est en arrêt le mois de son embauche, vous devez indiquer les 3 mois de salaire de référence à 0. Et du coup, là, la CEPAM ne versera pas d'indemnité journalière
à l'employeur. Comment vous allez déclarer ces salaires établis? Donc là, si vous faites un signalement en arrêt de travail en DSN, ben là, ça va être simple, hein. Vous n'avez en fait l'attestation vous allez envoyer le signalement et l'attestation de salaire va se reconstituer et aller chercher les salaires comme vous l'expliquez au début, Sabrina, ça va aller chercher les salaires dans vos DSN mensuels, y compris les salaires rétablis. Ces salaires rétablis dans votre DSN mensuel que vous retrouvez dans le bloc S21 G00 51 003. Et puis, si vous saisissez l'attestation de salaire directement dans notre entreprise, donc là, eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à vous d'indiquer les salaires bruts. On l'a vu tout à l'heure dans l'exemple, hein, les salaires bruts. Vous devez également renseigner le motif de l'absence, les heures réellement travaillées et les heures prévues au contrat de travail, ainsi que les salaires rétablis. Et je laisse la parole à Moi, je crois. Sabrina, pardon. Donc, je prends la suite avec le temps partiel thérapeutique. Donc, on est surtout sur une présentation pratico-pratique avec des exemples très concrets. Donc, on va voir comment renseigner la perte de salaire sur l'attestation de salaire, donc que ce soit en maladie ou en accident de travail. Donc, premier exemple, on a donc ici un arrêt temps partiel thérapeutique en maladie. Donc, dans cet exemple, le salarié a eu un arrêt de travail maladie du 5 juillet au 20 juillet. Et il se voit prescrire par son médecin donc un arrêt de travail temps partiel thérapeutique. Donc, il reprend son activité dans le cadre du temps partiel thérapeutique seulement à partir du 21 juillet au 31 juillet. Donc, dans notre exemple ici, le salaire habituel sur un mois complet est de 4 500 €. Sur la période du 21 juillet au 31 juillet, son salaire à temps complet s'élève à 1 800 €. Alors, le salarié, donc, on considère qu'il a repris ici son activité à hauteur de 50% de son temps de travail. Et donc, son salaire en temps partiel thérapeutique du 21 juillet au 31 juillet donc, sera de 900 €. Donc, 900 € seront payés par l'employeur pour l'activité sur le mois du 21 juillet sur la période du 21 juillet au 31 juillet. Il a donc perdu concrètement ici 900 €, ce qui est logique hein, puisqu'il est à 50% en même temps. Donc, pour la saisie pratique, vous allez dans un premier temps donc, renseigner donc, à l'étape numéro 5 hein, de votre attestation, donc, ce que vous avez ici à droite de l'écran. Dans un premier temps, la perte de salaire pour la période du 21 juillet au 31 juillet. Ensuite, vous préciserez le motif, temps partiel thérapeutique, et le montant de la perte de salaire. Donc, ici, dans notre exemple, le montant est de 900 €. Donc, ça, c'est un cas assez fréquent. On a des questions sur le sujet ou... Faut peut-être mieux avancer. On fera peut-être plus le Bon. point en fin de. Eh bien, en fin de écoutez, séance. je laisse la suite. Le deuxième cas concret, donc, qui va être présenté par C'est moi. Audrey. Ah, pardon. Ah, Non, Sylvia, pardon, Non, excuse-moi. non. Je me suis emmêlé les pinceaux. non, c'est pas grave. Donc, on va voir maintenant un exemple d'un salaire, d'un arrêt à temps partiel thérapeutique non précédé d'un arrêt à temps complet. Donc là, on a pris l'exemple de... Donc, bah, vous le savez, hein, depuis le 1er janvier 2019, donc il n'est plus obligatoire d'être en arrêt, d'être en arrêt à temps complet pour se voir prescrire un arrêt en TPT. Donc, le médecin peut prescrire d'emblée un arrêt à temps partiel thérapeutique. Donc là, dans notre exemple, Monsieur Dupuis est d'emblée en arrêt temps partiel thérapeutique du 21 juillet 2023 au 31 juillet 2023. Il a un salaire habituel pour un mois complet de 4 500 €.
Son salaire pour la période du 21 juillet au 31 juillet, donc à temps plein, est de 1 800 €. Son médecin lui a prescrit un TPT à 50% de son temps de travail. Donc, son salaire à temps partiel thérapeutique du 21 juillet au 31 juillet est de 900 €, donc payé par l'employeur. Donc, lorsque vous allez saisir l'attestation de salaire sur Net Entreprise, vous devez choisir à l'étape numéro 2, vous devez bien sélectionner attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique, sans arrêt initial. Si vous choisissez donc cette attestation, vous allez avoir une première fenêtre qui va s'ouvrir et là, vous allez indiquer la perte de salaire du 21 juillet au 31 juillet, soit 900 €. Donc, attention, hein, mettez bien la bonne période 21 juillet, vous ne mettez pas le 1er juillet au 31 juillet, mais bien la période du 21 juillet au 31 juillet. Et ensuite, vous allez avoir une deuxième fenêtre qui va s'ouvrir. Et là, vous allez pouvoir indiquer les 3 salaires bruts qui précèdent le temps partiel thérapeutique pour calculer l'indemnité journalière initiale, l'IJ, ce qu'on appelle l'IJ initiale. Donc, on va avoir besoin, le technicien va avoir besoin de cette IJ initiale pour la comparer à l'IJ temps partiel thérapeutique, puisque, je ne sais pas si vous savez, mais on ne pourra pas payer une IJ à temps partiel thérapeutique supérieure à l'IJ initiale. Du coup, lorsque l'attestation va se reconstituer, donc la CEPAM, elle va avoir tous les éléments pour payer l'IJ temps partiel thérapeutique, les 3 mois de référence qui précèdent le TPT et la perte de salaire. Et donc là, elle va pouvoir payer, elle va pouvoir régler l'arrêt de travail. Et puis, on va passer donc au 3e exemple. Alors, c'est moi qui prends le relais donc pour l'exemple du salaire en temps partiel thérapeutique lors de congés payés. Donc, votre salarié, il est en congé payé durant son temps partiel thérapeutique. Donc, il n'y a aucune incidence sur la perte de salaire. Les dates de congé, elles doivent être renseignées sur l'attestation, c'est important. Donc, l'exemple, ici, vous avez un arrêt maladie à temps plein du 1er au 30 juin. Vous avez un salaire brut complet qui est de 3 000 € par mois. La prescription du temps partiel thérapeutique est du 1er au 31 juillet, donc à la suite de l'arrêt maladie. Donc, vous devez effectuer, puisque vous avez déjà effectué l'attestation de salaire pour l'arrêt temps plein du mois de juin, effectuer l'attestation de salaire pour la période du temps partiel du mois de juillet, du 1er au 31 juillet. Sauf que pendant cette période, il a eu des congés payés. Donc, le salarié, il a effectué, on va dire, en temps partiel, donc du 1er au 21 juillet, il a perçu donc 1 000 €. Il a effectué donc 50% de son temps dans cette période. Il a perçu 1 000 € au lieu de 10 000 € s'il aurait travaillé. Donc là, vous indiquez sur l'attestation la ligne du 1er au 21 juillet. Le motif, donc, c'est temps partiel thérapeutique et vous indiquez le salaire de 1 000 €. Mais nous, on veut connaître la situation jusqu'à la fin du mois, puisque la prescription du temps partiel thérapeutique est jusqu'au 31 juillet. Et vous devez bien détailler, donc comme il a été en congé payé du 22 juillet au 31, eh bien vous allez le détailler sur l'attestation en notant congé payé au lieu de temps partiel dessous. Et là, perte de salaire, elle est de 0, puisque c'est vous qui avez payé l'employeur ses congés payés dans cette période. Donc, le salarié, il a eu 1 000 € en temps partiel thérapeutique plus 1 000 € en congé payé. Donc, il a perçu 2 000 € donc payés par l'employeur. Et donc, la perte de salaire, au résultat, sur le mois complet du mois de juillet, elle est de 1 000 €. Bon, on a pris des montants arrondis, simples. Je sais que lorsque ce n'est pas des montants aussi arrondis, vous devez faire vos calculs. Vous n'avez pas le choix de faire le calcul des périodes. C'est vrai que ce n'est pas forcément toujours évident quand on n'a pas l'habitude. Et alors, un point de vigilance aussi sur le fait que si votre salarié, il a un temps partiel thérapeutique qui va durer 6 mois, et pendant cette période, peut-être que, par exemple, de 1er janvier au 31 août, ou même jusqu'à fin septembre, hein, peu importe, et il a eu une période de congé payé sur tout le mois d'août, par exemple.
même s'il n'a pas eu de perte de salaire puisqu'il était en congé payé, vous devez quand même nous faire une attestation de salaire pour la période du temps partiel du mois d'août. Vous mettrez du 1er au 31 août, par exemple, et vous mettrez motif congé et vous mettrez perte de salaire, 0. On comprendra que sur cette période du mois d'août, il n'a eu aucune perte. Mais il est important de nous la transmettre, puisque s'il est encore en temps partiel thérapeutique en septembre, eh bien nous, on a besoin, pour celle de septembre, lorsque vous venez la saisir, ne pas avoir d'attestation de salaire manquante sur la période totale de la prescription de l'arrêt temps partiel de votre salarié. Voilà. Eh bien, maintenant, je vais laisser la parole à Georges pour la suite des exemples. Dorian, pardon. Voilà. Donc, on va voir ensemble effectivement donc, le dernier cas de figure, hein, donc, dans le cadre donc, d'un temps partiel thérapeutique suite à un accident du travail. Donc, je vais d'abord vous expliquer un petit peu voilà, le cas de figure et ensuite on regardera ensemble un petit peu voilà, la procédure à suivre afin que vous puissiez donc, transmettre correctement l'attestation de salaire. Donc, on prend l'exemple concret, donc un accident du travail, donc votre agent a un accident du travail du 3 janvier 2023 avec un DJT au 3 janvier. Donc ensuite, il est une prescription en temps partiel thérapeutique dans le cadre d'un AT du 7 juin au 30 juin. Donc il a été en congé payé donc, sur la journée du 17 juin. Et enfin, donc, le temps partiel reprend à partir du 18 jusqu'au 26 juin. Et à l'issue de cette période-là, donc, votre agent est placé à nouveau en arrêt à temps complet à partir du 27 juin. Donc, dans un premier temps, donc, sur l'attestation de salaire donc, du temps partiel thérapeutique, donc, vous allez donc indiquer le dernier jour de travail, donc le DJT. Donc là, en l'occurrence, pour notre exemple, c'est bien le 3 janvier, puisque entre le 3 janvier et le 7 juin, donc, il n'y a pas eu de reprise d'activité. Ensuite, donc, dans la rubrique A, donc la rubrique qui est ici, donc là, vous allez indiquer dans un premier temps donc, là, le salaire brut réellement perçu donc, pour la période du 7 au 16 juin. Et ensuite, dans la deuxième ligne, vous allez pouvoir indiquer donc, le salaire brut réellement perçu dans le cas du temps partiel pour la période du 18 au 26 juin. Donc, pensez bien que votre agent donc, a été en arrêt, en congé payé donc, du 17 juin. Donc, du coup, on n'indique pas cette période-là sur la rubrique A. On l'indiquera sur une autre rubrique que je vous détaillerai tout à l'heure. Ensuite, donc là, vous allez aller directement en rubrique C et là, vous allez pouvoir donc indiquer donc, le motif TPT et nous indiquer donc, le salaire brut perdu pour la période du 7 au 16 juin dans un premier temps. Et enfin, vous allez renseigner la deuxième période de salaire brut perdu du 18 au 26 juin. Donc nous, en fait, le montant de l'indemnité journalière, on va se baser sur ce que vous avez indiqué pour pouvoir verser le montant des IJ. Et donc là, c'est dans cette colonne-là, donc dans la rubrique C, que vous allez pouvoir mettre la journée du 17 juin, où votre agent était en congé payé. Donc là, vous allez donc indiquer la journée ou les périodes. Là, pour l'exemple, c'est une journée, mais vous pouvez aussi indiquer les périodes, comme vous l'avez indiqué précédemment, Marie. Et là, vous allez mettre un salaire à 0 pour qu'on puisse nous neutraliser la période où votre agent était en congé payé. Donc, maintenant que vous avez traité donc, l'attestation de salaire dans le cadre du temps partiel thérapeutique, et vous n'avez plus qu'à nous transmettre donc, l'attestation de salaire dans le risque AT, donc pour l'arrêt à temps complet à partir du 27 juin. Donc là, ce qui est important par rapport à l'exemple du temps partiel, c'est que, comme vous avez pu le constater, il y aura effectivement une différence au niveau du dernier jour de travail, parce que la date du DJT à indiquer sera bien le 26 juin, car votre salarié était bien en activité le 26. Donc là, effectivement, il faut bien penser à les indiquer donc, le DJT qui va changer, et puis aussi au niveau de la période de référence, puisque là, on sera sur le mois de mai, donc comme vous savez, hein, sur le risque ATMP, la période de référence, c'est uniquement le mois avant l'événement, que ce soit l'accident de travail ou la maladie pro, alors qu'en maladie, on est bien sur une période de référence de 3 mois. Donc, vu que votre agent était donc en arrêt au moment de la période de référence, donc il faudra bien penser à rétablir le salaire. Enfin, si vous pratiquez donc la subrogation, donc comme vous l'a dit tout à l'heure Audrey en début de séance, c'est très important voilà, de surtout ne pas vous limiter à la période d'arrêt de travail, mais bien sûr, comme vous l'indiquez, alors soit si vous avez un arrêté qui vous le précise ou alors éventuellement une convention, d'en suivre, mais d'aller vraiment au-delà de la période d'arrêt de travail, puisque derrière, ça peut engendrer quelques soucis sur les dossiers. Donc,
On va lancer un petit quiz pour voir un petit peu voilà, comment ça, sur cette période-là. J'arrive. Quiz temps Pas de souci. partiel. Allez, c'est parti, il est lancé. Allez, on vous laisse Donc, quatre quelques minutes. questions. Vu que c'est un petit peu plus compliqué le temps partiel thérapeutique, hein, prenez votre temps, il n'y a pas de souci. On va laisser le temps qu'il faut. Ouais. Oui. Parce que globalement, vous avez pu répondre aux questions. Ouais, ça continue encore. Continue. Ouais. Voilà, je crois que ça y est. Alors, j'ai pas tout le monde, mais j'ai une bonne majorité. On passe pour quelques secondes et puis on pourra Ouais. passer au résultat et commenter Les les derniers réponses. sont sur la question 3, la question 4. Donc, ça arrive. Allez, je mets fin au quiz et puis je te partage l'écran pour que tu puisses commenter, ça te va? Très bien. Allez, je partage, tu me diras si tu vois. Oh, tout est bon. Merci, C'est bon? merci Audrey. Donc, sur la première question, donc, le TPT doit-il obligatoirement être précédé d'un arrêt à temps complet? Donc là, effectivement, vous avez répondu faux à 87%, donc c'est la bonne réponse, puisque comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, notre collègue de la CEPAM de l'Ain, effectivement, on a la possibilité maintenant d'être placé en temps partiel thérapeutique sans précédemment avoir un arrêt à temps complet. Donc ça, c'est une loi de 2019 qui permet effectivement ceci. Donc ensuite, au niveau de la deuxième question, quand devez-vous transmettre l'attestation de salaire du TPT? Donc là, vous avez déconnaissance de l'arrêt en TPT, à terme échu ou peu importe. Donc là, c'est un peu plus partagé, mais la bonne réponse, c'est bien à terme échu. Puisqu'en fait, vous devez, comme on l'a expliqué un petit peu dans le cadre des exemples qu'on a vus précédemment, vous devez indiquer donc, la perte de salaire sur le mois précédent. Donc effectivement, c'est toujours à terme échu. Donc, concernant la troisième question, si votre salarié est en arrêt en TPT, donc du 1er au 15, quelle période devez-vous mentionner si votre attestation perte de salaire, sur votre attestation de perte de salaire? Donc, du 1er au 30, du 1er au 15. Donc là, la bonne réponse, effectivement, pour 80% d'entre vous, vous avez bien mis du 1er au 15. Puisque du 1er au 30, ça voudrait dire que l'assuré, donc, n'étant pas en temps partiel thérapeutique, vous allez indiquer donc, une mauvaise période. Donc, c'est très important de bien se limiter donc, à la période sur laquelle
votre agent est bien en temps partiel thérapeutique. Donc, on enlève ces périodes de congés payés et éventuellement les périodes de maladie. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est uniquement les périodes sur lesquelles l'agent est en temps partiel avec la perte de salaire qui va avec. Enfin, pour la dernière question, donc qui était un petit peu plus complexe, il y avait, donc c'est un peu plus partagé. Donc, quel élément devez-vous renseigner sur une attestation du temps partiel thérapeutique, TPT en maladie? Donc, on avait, première question, le dernier jour de travail, le salaire établi, la perte de salaire et la période afférente au TPT. Donc, du coup, il y avait donc il y avait donc trois questions qui étaient bonnes. Donc, la réponse correcte, c'était donc le DJT, effectivement. Donc là, vous êtes 85% à avoir répondu à cette question. Donc, la perte de salaire, bien évidemment, c'est la base, effectivement, de l'attestation de salaire. Donc là, vous avez répondu majoritairement à 92%, donc c'est plutôt bien. Et puis enfin, la période afférente au TPT. Donc là, c'est effectivement important, puisque derrière, comme on l'a précisé juste avant, c'est important effectivement qu'on ait la période. Donc là, vous avez répondu pour 77%. Donc globalement, effectivement, vous avez pu le constater, ce terme partiel thérapeutique, voilà, il y a des petites subtilités. Donc après, voilà, on va vraiment enfin, vous aurez le support. Donc là, vous pourrez vraiment repartir sur les sujets, repartir un petit peu sur les différents cas de figure. Mais sachez que, voilà, que si vous avez des questions sur le temps partiel, vous pouvez voilà, contacter la plateforme employeur ou alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Marie, hein, vous pouvez aussi nous consulter, en tout cas consulter vos conseillers employeurs pour qu'on puisse vous donner un petit peu plus d'informations au niveau de la réglementation. Donc, je vais finir par le quiz et donc on va enchaîner donc avec donc la suite du webinaire. Donc, on va passer sur un sujet qui est très important. Donc, c'est le suivi des dossiers donc, dans le cadre du compte-rendu métier et du tableau de bord. Voilà. Donc, le tableau de bord. Donc, le tableau de bord DSN. Donc, il est tout d'abord disponible depuis l'accueil Net Entreprise, donc soit dans le pavé ou soit dans la rubrique DSN régime général. Alors, je sais qu'il y a aussi certains logiciels de paye qui sont équipés et sur lesquels vous pouvez consulter directement donc, les comptes rendus métiers et ensuite les notifications qui vous sont apportées à l'issue des flux que vous déposez. Donc, le tableau de bord, donc, c'est vraiment, on insiste, mais un élément essentiel. Essentiel pourquoi? Tout simplement pour le suivi de vos dossiers. Il permet notamment de consulter donc, les retours d'informations qu'on peut vous faire suite au flux que vous transmettez et surtout de consulter donc, les comptes rendus métiers et les bilans d'anomalies. Donc ça, c'est par ce biais-là qu'en fait, quand vous transmettez un flux DSN, donc là derrière, on vous apporte une réponse si c'est un bilan KO, un bilan OK. Donc là, vous voyez l'exemple, par exemple, c'est un bilan KO. Donc là, vous avez la possibilité, effectivement, donc d'accéder au bilan de traitement et de vérifier si l'attestation de salaire a bien été traitée et si le paiement a bien été effectué. Donc, par ailleurs, le tableau de bord DSN, il vous permet aussi de suivre un petit peu l'état des DSN que vous transmettez, hein, donc que ce soit la DSN mensuelle ou les signalements d'événements. Donc là, vous avez un historique de 3 mois. Donc, ça vous permet aussi, vous, à votre niveau, d'avoir un œil aussi sur la qualité des flux que vous transmettez à l'assurance maladie. Donc, on a vu donc, le compte rendu par la DSN événement. Si jamais vous devez aussi, donc, si vous transmettez vos attestations de salaire par net entreprise, donc là, pareil, hein, vous avez aussi donc, le compte rendu qui vous est envoyé directement par mail, donc à l'adresse renseignée. Et vous avez aussi la possibilité donc, de retrouver donc, les bordereaux de paiement si jamais vous subrogez donc, le versement des indemnités journalières. Pardon. Vous pouvez aussi retrouver ce qu'on appelle aussi le BPIJ. Donc, du coup, le formulaire est disponible directement sur l'attestation. Après, ce qui est très important, c'est, je m'adresse essentiellement aux administrateurs des comptes net entreprise ou même aux déclarants, hein, remonter l'information, c'est de bien penser à vérifier donc, les habilitations. Donc ça, c'est important parce que derrière, on le verra en dernière partie de webinaire, notamment avec le compte entreprise. Donc du coup, c'est très important voilà, que vous ayez bien les habilitations pour utiliser tous les services que propose l'assurance maladie, tous les services en ligne. Donc ça, c'est important d'une part de vérifier les habilitations
et d'autre part, de bien mettre à jour aussi les coordonnées. Du coup, c'est tout bête, mais voilà, vous pensez s'il y a un départ d'un collaborateur, un nouveau collaborateur qui arrive au sein de votre établissement, voilà, c'est important que nous, on ait l'information, puisque derrière, ça vous permet à vous aussi d'avoir l'accès au service et de garantir aussi une continuité de service pour pouvoir utiliser les téléservices donc, et transmettre les éléments demandés, par exemple, ou autres. Donc, et puis aussi, en tant qu'employeur, ça vous permet de garantir le suivi de vos dossiers dans le cadre des arrêts de travail. Donc, on va passer sur la partie suivante, donc sur les doublons. Donc, si j'ai un mot à vous dire aujourd'hui, c'est éviter à tout prix les doublons. C'est très important parce qu'effectivement, c'est une source d'erreur pour nous et effectivement, c'est contre-productif à la fois pour nos services de production et à la fois pour vous. Donc, si jamais vous avez transmis donc, une attestation de salaire et que vous n'avez pas eu de versement DJ dans les semaines qui ont suivi, surtout ne transmettez pas une nouvelle attestation de salaire. Donc, vous avez plusieurs moyens pour ça, pour vérifier si votre attestation a été traitée ou pas. Donc, comme on l'a vu, vous pouvez, dans un premier temps, donc, contacter la plateforme de service au 3679. Donc là, vous aurez un téléconseiller qui va suivre donc, votre dossier, qui va consulter votre dossier, et lui pourra vous dire si oui ou non on a besoin d'une attestation de salaire rectificative. Donc là, par exemple, ou alors s'il faut effectivement retransmettre une nouvelle attestation. Donc ça, effectivement, c'est important. L'autre point sur lequel vous pouvez aussi vérifier, donc on l'a vu juste avant, c'est de consulter pendant votre compte rendu métier, votre tableau de bord. Donc là, vous aurez donc la notification, donc le bilan de traitement d'anomalie. Et là, effectivement, si on vous y invite, à ce moment-là, vous pouvez directement nous transmettre un signalement annulaire en place pour rectifier l'erreur éventuellement qui avait été commise lors du précédent envoi. Et surtout, voilà, éviter les doublons. Ensuite, vous avez certainement parmi vous donc des sirettes centralisateurs ou des multisites, par exemple. Là, vous avez un sirette centralisateur qui s'occupe de transmettre les attestations de salaire. Donc, au niveau, par exemple, c'est souvent au niveau régional. Donc là, si vous, en local, vous avez aussi la possibilité de transmettre des éléments par net entreprise. Alors, ne transmettez pas de votre côté. Important voilà, de se mettre en lien avec votre sirette centralisateur pour voir un petit peu voilà, où ça en est au niveau des transmissions. Parce que derrière, si vous transmettez de votre côté avec votre numéro, enfin votre numéro SIRET de votre établissement, derrière, ça va aussi créer un doublon et ça va créer aussi une divergence. Donc, il y aura aussi un souci. Donc, mettez-vous en lien dans un premier temps avec votre service paye, par exemple, au niveau région ou en tout cas avec le service centralisateur qui s'occupe de transmettre les attestations. Et ensuite, au cas où, vous pouvez aussi voilà, consulter votre tableau de bord ou alors consulter la plateforme employeur pour avoir un téléconseiller. Donc, on va passer sur notre cas aussi, donc concernant l'ouverture des droits au-delà de 6 mois, ce qu'on appelle aussi donc, l'OD6. Donc, votre agent, donc, on va prendre un exemple, hein, votre agent donc, vient de terminer donc, une période d'arrêt de travail. Donc là, pour le coup, c'est 21 jours. Donc, il reprend son activité professionnelle à l'issue de son arrêt. Donc là, pas de souci, il reprend son activité. Donc, en tant qu'employeur, vous devez donc saisir la date de reprise de son activité, donc directement dans votre logiciel de paye. Donc, pourquoi? Tout simplement pour clôturer la période d'arrêt en DSN. Donc, le problème, c'est que si vous ne saisissez pas donc, la date de reprise réelle dans votre logiciel de paye, donc le système DSN, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supposer que l'arrêt de travail est toujours en cours. Or, en réalité, votre agent a bien repris son activité. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 4 mois, il va recevoir donc un courrier lui demandant de faire compléter par son employeur l'attestation de salaire OD6, ce qu'on appelle OD6, ou alors l'attestation de salaire ouverture des droits au-delà de 6 mois. Donc là, on va simplement lui demander ça pour que nous, on puisse indemniser à partir du 6e mois, au-delà de 6 mois. Donc effectivement, c'est important de bien saisir l'information dans votre logiciel de paye, tout simplement une reprise d'activité. Donc ça, c'est le premier cas de figure. En revanche, si votre salarié donc, a repris son activité en ce qu'on appelle en anticipé, donc là, vous devez aller donc, en DSN, faire votre logiciel de paye et nous faire donc, un signalement reprise anticipée. Donc là, c'est très important parce que derrière, nous, ça va éviter en fait qu'on verse des IJ à tort. Si par exemple, là, on reprend l'exemple de notre durée de travail, l'arrêt de travail de 21 jours, votre agent reprend à partir au 15e jour, par exemple. Donc là, c'est très important de nous faire le signalement
reprise anticipée pour que nous, on puisse neutraliser les IJ, donc les indemnités journalières du 16 du mois au 21, pour éviter, effectivement, derrière, vous receviez un joli courrier vous demandant un indu. Donc ça, c'est pour la partie par la DSN. Et si vous passez par Net Entreprise, donc là, vous avez aussi donc, la possibilité de nous faire donc, ces signalements d'information. Donc, si le salarié n'a pas repris l'activité ou si votre salarié a repris de manière non anticipée, donc le jour où vous allez réaliser une nouvelle attestation de salaire, à ce moment-là, vous pouvez nous l'indiquer. Donc, ici, en cochant travail non repris ce jour. Mais en revanche, pareil, si votre salarié a repris son activité de manière anticipée, donc là, on va vous demander donc, de faire une attestation de salaire rectificative par notre entreprise et ici, de nous indiquer tout simplement la date de reprise pour éviter qu'on verse, encore une fois, c'est la même mécanique que par la DSN, pour éviter qu'on verse des IJ à tort. Je vais maintenant laisser la parole à Audrey qui va terminer le webinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de webinaire. Oui, merci, Dorian. Donc, ensemble, on va voir les actualités du compte entreprise. Donc, sur la diapo suivante, voilà. Donc, aujourd'hui, le compte entreprise vous permet quand même plusieurs choses. Donc, vous avez la page d'accueil, donc avec le menu, le SIRET que vous pouvez choisir. Et vous avez les aperçus des derniers renvois qui sont relatifs au dossier des indemnités journalières, ainsi que les DAT qui sont encore éligibles à l'ajout des réserves. Dans les téléservices qui vous sont proposés dans ce compte entreprise, vous avez le dépôt de pièces, c'est-à-dire nous envoyer les pièces justificatives qui sont nécessaires au traitement des dossiers. Ça va être par exemple une attestation de présence à la cure quand votre salarié a fait une cure thermale pour laquelle il avait droit à des indemnités journalières. Ça peut être un bulletin d'hospitalisation que votre salarié ne nous aura pas envoyé, par exemple. Donc, ce téléservice remplace bien les adresses mail DSIJ et DSNPJ qui n'existent plus, donc il faut dorénavant passer par le compte entreprise. Vous avez également dans le compte entreprise pour l'instant l'affichage du taux ATMP. Vous avez également la possibilité de déclarer les accidents de travail en ligne. Donc la DAT a été refaite au niveau du téléservice courant d'année dernière. Donc, elle est plus ergonomique. Vous avez les mêmes étapes, mais en plus raccourci. Vous avez également sur le menu de la gauche une enquête de satisfaction employeur. Donc, vous pouvez participer à l'enquête de satisfaction nationale concernant Net Entreprise. Donc, si vous voulez y participer, en vous connectant sur Net et dans le compte entreprise, sur la gauche, dans les menus et les onglets, vous avez l'accès à cette enquête. Et enfin, en téléservice disponible actuellement, vous avez le fractionnement du congé pater. Donc là, c'est pour nous transmettre les périodes de congé paternité pour les employeurs qui ne passent pas par le signalement DSN. Donc vous passez bien par le compte entreprise et vous pourrez saisir les périodes. Sur la diapo suivante, on va voir les évolutions qui sont prévues sur 2024. Donc il va y avoir l'intégration du compte ATMP qui va se faire. Vous aurez le système de notification avec votre taux de cotisation ATMP et la modification du statut AT. Vous aurez également la possibilité de suivre concernant les AT. Vous aurez un suivi. Vous allez avoir l'intégration du QRP. Alors, QRP, c'est le questionnaire risque professionnel. Donc, vous n'avez peut-être pas tous utilisé encore. C'est lorsque vos salariés ont un accident de travail et sur ce dossier-là, il y a des investigations complémentaires à effectuer. Donc, on envoie un questionnaire à la victime, donc votre salarié, et on vous envoie également un questionnaire à compléter à vous en tant qu'employeur. Plutôt que de le remplir en version papier comme cela se faisait avant, vous créez un espace sur questionnaire risque professionnel et vous complétez le questionnaire en ligne directement. Et ben, au lieu de vous connecter sur le site dédié là actuellement, ça va être intégré directement dans le compte entreprise courant 2024. Et vous verrez le statut de gestion du dossier aussi directement sur Net Entreprise. Il y a des petites évolutions aussi qui sont à venir, c'est-à-dire qu'une déclaration d'accident de travail actuellement, quand vous la saisissez, vous devez la saisir en une fois, vous ne pouvez pas la reprendre en cours de saisie. Cela va être modifié sur l'année et vous aurez une centralisation d'une adresse de correspondance pour les ATMP. Donc tout ça, c'est courant d'année 2024. Voilà. Donc sur la diapo suivante, on vous a mis un petit rappel des contacts que vous pouvez utiliser. Donc pour rappel, Net Entreprise, le numéro a changé depuis janvier. C'est le 0806 800 et 700.
Donc, ça concerne les questions que vous avez sur Net Entreprise et la DSN, entre autres. On vous a remis le lien pour la formation Net Entreprise ainsi que la base de connaissances. Et pour rappel, sur Amélie, hein, donc juste en consultation, hein, sans vous inscrire, quand vous connectez sur amélie.fr, vous avez un espace dédié qui s'appelle donc Entreprise, sur lequel vous allez retrouver des points de législation concernant vos salariés et puis les procédures que vous avez, vous, à faire de votre côté, ainsi que des rappels sur les fonctionnements des téléservices. Donc, bien prendre l'habitude d'aller le consulter. Et pour tout ce qui concerne le suivi de vos dossiers, c'est-à-dire le suivi des paiements, des indemnités journalières ou autres, il faut bien passer par la plateforme employeur, le 3679. Et enfin, tu peux remettre la diapo d'Orient, on vous a mis tous les mails des chargés de relations entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, en fonction de vos départements, vous pourrez contacter les conseillers qui sont correspondants. Donc, cette boîte mail est bien dédiée pour l'aide à l'utilisation au téléservice. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement sur Net Entreprise ou autre, contactez-nous par mail. Vous nous laissez bien vos coordonnées et en général, on vous rappelle, soit on arrive à tout faire par téléphone, soit on peut prévoir un rendez-vous par Zoom s'il est nécessaire de faire un partage d'écran pour voir ce qui se passe de votre côté, ou éventuellement, si vous avez des difficultés sur plusieurs petites choses, on peut se déplacer directement chez vous. Donc, ne vous inquiétez pas, cette diapo vous sera envoyée dans le support, donc vous aurez bien tous les mails. Et là, du coup, moi, j'ai terminé. Donc, merci de votre attention. J'ai vu pendant la présentation des collègues qu'il y avait quand même beaucoup de questions, dont notamment des cas particuliers. Donc, les cas particuliers, on y répondra en différé. Et on vous fera une fac. On vous l'enverra peut-être pas avant la fin de semaine prochaine, vu le nombre de questions qu'il y a, le temps qu'on vous la rédige comme il faut. On a répondu à quelques questions au fil de l'eau. Ouais. Pour certains, vous avez dû avoir des réponses. Après, comme a dit Audrey, c'est vrai qu'il y a vraiment des questions qui concernent des cas particuliers où on n'a pas la réponse. Nous aussi, il faut qu'on demande à nos services expertise qui sont dans le vif du sujet, que c'est leur métier au quotidien de calculer les IJ. Après, il y a une question, juste qu'on aurait peut-être pu la reprendre avant de... Mais par contre, j'ai pas le quiz sous les yeux. Il y a une question, question 2 du quiz d'Orient, tu sais, que tu as animé. Le Non, TPT sur le temps partiel? Alors, question 2, réponse, c'est faux. La personne dit, si alors, à c'est pas sur le temps après... partiel. Oui, c'est pas sur le DJT, pardon, c'est sur le temps partiel. Mais Non, je l'ai c'est pas sur le DJT. Si c'est vrai ou faux, c'est sur le DJT. Ouais, Ah, c'est sur le DJT, ouais. DJT. Alors, attends, il Ouais. faut que je reprenne. Alors, attends. Là, je le partage. Tu me diras si tu le vois. Ah, merci. Dans le cas d'un accident de travail, le dernier jour de travail sera identique à la date de l'accident. Et la question, c'est s'il a travaillé après son AT. Eh bien, c'est ça. Dans le détail de la présentation, je vous ai parlé de cet exemple. C'est-à-dire que si le salarié a un accident le 12, je dis 12 mai, et il déclare son accident à son employeur, vous faites une déclaration d'accident de travail, mais il n'a pas d'arrêt. Il travaille 2 jours, 3 jours, et ensuite il a un arrêt. Donc là, si l'arrêt démarre plus tard, le 15 mai par exemple, eh bien le DJT sera la veille, le 14, pas le jour de l'accident. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de... C'est Marielle Passeron. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire avant qu'on coupe. Alors, juste une petite chose, là, on a eu 2, 3 questions, notamment sur l'accès au compte entreprise, sur des problèmes d'envoi, de période de congé pater sur le compte entreprise. À la fin du webinaire, quand vous allez le quitter, vous allez avoir une enquête de satisfaction. Il n'y a que 2 questions. On a essayé de faire simple, court et efficace afin de pas trop prendre de votre temps, parce que déjà là, on a un petit peu dépassé ce qu'on avait prévu. N'hésitez pas, il y a la deuxième question, on vous demande si vous avez besoin d'un accompagnement, notamment à l'utilisation du compte entreprise ou autre. On vous demande bien de relaisser vos coordonnées, nom, prénom, téléphone, mail. Précisez votre département, comme ça, ce sera le conseiller relations entreprises qui vous est rattaché, qui vous recontactera pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, vous marquez bien le motif et vous les coordonnées sur lesquelles on peut vous joindre et le département. C'est bien noté, mais pensez bien à l'indiquer. On n'ait pas de souci pour vous retrouver et
prendre attache auprès de vous. Voilà. Voilà, et n'oubliez pas vos coordonnées, parce que très souvent, on a des questions pour un accompagnement, mais on On peut pas vous prendre. n'a rien du tout. Alors, on insiste, mettez bien vos coordonnées de rappel, mail et téléphone et département, comme vous a dit Audrey. Voilà. Après, il y a des questions, une dernière question qui est assez importante et notamment, en fait, on nous demande comment on fait pour passer de notre entreprise à la DSN Ah événement. oui, super. Ouais. Donc ça, effectivement, donc ça, vous devez déjà vous rapprocher de votre éditeur de paye, donc votre logiciel de paye, pour qu'il puisse effectivement vous mettre l'option, ou en tout cas voir si cette option est disponible au sein des contrats que vous avez. Et d'ailleurs, en fait, tout passera par le logiciel de paye. Donc nous, on sera, enfin, les conseillers employeurs de la région et plus particulièrement de votre département, donc sera le garant et vous accompagnera en tout cas sur toute la partie qu'on vient de voir aujourd'hui. Mais après, sur la partie mise en route, mise en service, votre interlocuteur, c'est vraiment votre éditeur de paye et votre logiciel de paye pour que vous puissiez derrière mettre en place les différents paramétrages qu'il faut et puis après lancer la DSN. Et puis ensuite, une fois que vous serez au démarrage, derrière, on pourra nous accompagner, vous accompagner euh, pour la montée en charge. D'ailleurs, une fois que vous passez sur les signalements DSN, nous, on vous propose de vous accompagner sur les premiers flux. Donc, vous avez la liste de tous nos homologues de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous signaler que vous avez commencé vos signalements d'événements arrêt de travail. Et nous, ça nous permet du coup de vérifier si les attestations se sont bien reconstituées. Et éventuellement, ça peut arriver, hein, revenir vers vous pour vous dire qu'effectivement, il y a un problème sur un paramétrage sur salaire établi, par exemple.